Les gens pensent que parce qu'ils ont un PSA élevé, ils ont un cancer. Pas du tout. Les études ont montré qu'un PSA couplé à une IRM a autant de valeur qu'un toucher rectal. Une bonne partie de ces cancers de prostate, en fait, vous avez un cancer, mais vous ne mourrez pas de ce cancer. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le docteur Karim Ferry est avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes chirurgien et urologue et aujourd'hui nous allons parler des fausses croyances qui concernent la prostate. Alors c'est vrai que la prise en charge du cancer de la prostate a beaucoup évolué ces 10 dernières années, depuis que vous avez commencé à exercer. On ne s'occupe plus d'un cancer de la prostate comme on s'en occupait auparavant. Exactement, depuis 20 ans, surtout sur le dépistage. Donc on a découvert de plus en plus de cancers de prostate. Et en fait, ce qui a changé paradoxalement, c'est que on ne les opère plus en fait aussi souvent qu'on le faisait auparavant. On les surveille. Maintenant, ce qui a pris le pas sur la prise en charge du cancer de la prostate, c'est ce qu'on appelle la surveillance active. Plus de la moitié des cancers qui sont diagnostiqués, en fait, on ne les opère pas, on leur fait pas de radiothérapie, mais on les surveille au long cours avec des PSA réguliers, une IRM tous les 2 ans. Parfois, on refait des biopsies et si on voit que ça évolue, là, on propose un traitement. Mais on a le temps d'en parler, mais c'est principalement ça qui a changé. Et même les chirurgies, quand elles existent, elles sont moins invasives qu'elles n'étaient à une époque. Exactement. Heureusement, la technique est passée par là. Et maintenant, la plupart des cancers que l'on opère, on peut le faire grâce à la chirurgie robotique. Oui, ce que vous utilisez, vous, au cabinet, d'ailleurs, aujourd'hui. Au cabinet, au bloc opératoire. Ouais. C'est un robot sur lequel on télémanipule, qu'on contrôle et qui permet de faire une dissection plus fine, de préserver les nerfs qui permettent les érections, le sphincter qui permettent de préserver l'incontinence, et les gens ont moins de séquelles de leur chirurgie qu'auparavant et ils sortent plus rapidement de l'hospitalisation. Ce qui était le cas auparavant. On parle de séquelles. Semaine, Alors parmi les clichés, vous le savez docteur, on la vie dure, il y a cette image du dépistage de la prostate avec le toucher colorectal. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité ou pas? Et ce qui fait que beaucoup d'hommes, il faut dire la vérité, n'osaient pas aller chez le docteur pour se faire dépister. Alors, c'est vrai qu'avant, c'était quasiment systématique. Maintenant, on a un peu évolué. Donc, ce que l'on fait toujours pour dépister un cancer de prostate, c'est un dosage de PSA. C'est l'hormone de la prostate. Donc, c'est une prise de sang que l'on fait. Il y a un taux qui est normalement inférieur à 4. Et dès qu'il est supérieur à 4, ça fait tilt pour l'urologue. Et là, il peut commencer à faire des investigations, à rechercher s'il y a un cancer. Donc, auparavant, on n'avait que le toucher rectal et l'échographie. Et depuis plusieurs années, maintenant, on fait ce qu'on appelle une IRM. Une IRM, c'est une sorte de scanner de la prostate et qui permet de vérifier s'il y a des zones anormales ou pas au niveau de la prostate. Et l'évolution est tellement importante que maintenant, on arrive à déterminer si c'est vraiment cancéreux, si c'est agressif ou pas. Et si on arrive à coupler le PSA avec les images à l'IRM, on peut faire des biopsies de prostate. Et souvent, quand on fait la biopsie, c'est à ce moment-là où on fait le toucher rectal et c'est beaucoup plus simple. Mais on peut encore le faire s'il y a besoin. D'accord, mais ce qui veut dire, pour rassurer tout le monde, c'est plus systématique. Plus systématique, et les études ont montré qu'un PSA couplé à une IRM a autant de valeur qu'un toucher rectal. D'accord. Le PSA, c'est l'hormone qui n'est sécrétée que par la prostate, c'est ça? C'est spécifique, antigène prostate. C'est une hormone qui n'est sécrétée que par la prostate. Alors, elle augmente quand il y a un cancer, mais elle peut augmenter aussi dans d'autres cas. Les gens pensent que parce qu'ils ont un PSA élevé, ils ont un cancer. Pas du tout. On peut très bien avoir une très grosse prostate et avoir un taux de PSA qui est équivalent à l'augmentation de volume de la prostate. Une prostate, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près une 30aine de grammes. C'est la taille d'une châtaigne. Mais une prostate peut faire 100 grammes, 150 grammes. Et là, le taux de PSA, il passe facilement à 6, 7, 8, 9. Et c'est pas pour ça que vous avez un cancer. Les gens qui font une infection de la prostate peut aussi entraîner une augmentation artificielle du taux de PSA qui peut monter à 20, 25. Vous redosez le PSA après une infection 6 mois après, il redevient normal. Donc il faut faire attention au taux de PSA. Ce n'est pas parce que vous avez un taux de PSA élevé que forcément vous avez un cancer. Il faut analyser l'ensemble et après c'est l'urologue qui décide ce qu'il doit faire par la suite. Ça fait partie des idées reçues. Exactement. Oui. Mais on ne va pas vous le doser systématiquement d'abord. Alors normalement un dosage de PSA il doit être fait à partir de l'âge de entre 50 et 55 ans. Et s'il est normal, s'il est inférieur à 3, vous le refaites dans 2 ans, 3 ans après. S'il commence un petit peu à augmenter sur plusieurs dosages, il va le faire de façon plus régulière.
Alors, le cancer de la prostate est le cancer le plus courant, le plus fréquent chez l'homme, et pourtant, il n'y a pas de dépistage organisé. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Parce que, en fait, c'est le cancer, ça c'est un grand débat qui est entre les urologues, les médecins généralistes et les institutions. En fait, le cancer de prostate, c'est le plus fréquent. Il y a à peu près 60 000 à 66 000 cas diagnostiqués chaque année, mais c'est le 3e, voire le 4e en termes de mortalité. Le cancer le plus mortel, c'est le cancer du poumon, puis c'est le cancer du côlon. Le cancer de la prostate, ça entraîne à peu près 8500 morts. Faire un dépistage de masse, ça entraîne beaucoup de moyens, et ça voudrait dire que si on dépiste tous les gens d'une tranche d'âge, par exemple de 50 ans, il faudrait que si on découvre ce cancer, on fasse baisser le taux de mortalité. Ce qui n'est pas le cas, c'est qu'il y a une bonne partie de ces cancers de prostate, en fait, vous avez un cancer, mais vous ne mourrez pas de ce cancer. Donc c'est pour ça que le dépistage, porte un peu à discussion. C'est-à-dire que les gains ne seraient pas assez importants. Pas assez importants, dans ce qu'on appelle traditionnellement un dépistage de masse. Mais ce que l'on fait, c'est un dépistage individuel. C'est-à-dire que si un patient demande à son urologue ou si l'urologue soupçonne quelque chose, il peut faire des dépistages systématiques pour un patient qui vient le voir en consultation. Alors vous avez dit 50 ans. À partir de quel âge on doit se préoccuper de sa prostate? Alors, la prostate, c'est une glande qui peut entraîner en gros 2 types de maladies. Le cancer de la prostate, qui lui n'entraîne pas de symptômes normalement, et la prostate qui grossit et qui gêne les hommes pour uriner. Donc à partir de 40-50 ans, la prostate peut commencer à faire parler d'elle au niveau urinaire. Et au niveau du cancer, le dosage, c'est à partir de la cinquantaine qu'il faut le faire. D'accord. Et souvent, beaucoup d'hommes pensent que parce qu'ils se lèvent la nuit pour aller faire pipi, c'est parce qu'ils ont un cancer de la prostate. Exactement. Le cancer de la prostate, dans la majorité des cas, quand il est diagnostiqué, il n'y a pas de symptômes. Si vous avez des symptômes urinaires et que vous avez un cancer de prostate, c'est que c'est un cancer qui a un peu évolué. Souvent, les symptômes urinaires sont liés à ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est tout simplement une prostate qui augmente de volume et qui fait parler d'elle et qui font réveiller les hommes. Mais c'est pas parce que vous avez des symptômes urinaires que forcément vous allez avoir un cancer de prostate. Alors vous dites hypertrophie bénigne, mais c'est quand même une tumeur. Non, en fait, hypertrophie, c'est pas une tumeur, ça veut dire que la prostate, elle augmente de volume. D'accord. C'est tout. C'est un abus de langage, mais ce n'est pas une tumeur, c'est une augmentation de volume. C'est comme vos muscles, quand vous faites de la musculation, ils augmentent de volume, on appelle ça une hypertrophie musculaire. C'est pareil pour la prostate. D'accord. Et pourquoi bénigne alors? C'était à contrario par rapport au cancer, en fait. C'est pas pour inquiéter les gens, en fait. D'accord. Alors, elle est située où, cette prostate, et à quoi sert-elle, pour ceux qui nous écoutent? Alors, la prostate, elle est située juste en dessous de la vessie et en avant du rectum. Sa fonction principale, en fait, c'est de sécréter le liquide séminal. Liquide séminal, c'est que quand vous éjaculez, vous éjaculez un liquide qui provient à 95% de la prostate, c'est riche en fer, en zinc, et les 5% sont constitués de spermatozoïdes qui, eux, viennent des testicules. La prostate est un des organes les plus riches en zinc. Exactement, donc mangez du zinc pour faciliter votre fertilité. D'accord. Alors, parmi les fausses croyances sur la prostate, il y a cette idée qu'une tumeur de la prostate, c'est forcément malin. Vous avez commencé à y répondre. Alors, une tumeur, quand on fait des biopsies et que l'on trouve des cellules anormales, on appelle ça un cancer de prostate. Mais le cancer de prostate, il a plusieurs degrés, ce qu'on appelle de différenciation, c'est-à-dire d'agressivité ou de méchanceté, en fait. On a des cancers de prostate, on vous a découvert un cancer de prostate, mais vous en mourrez jamais. Ce que l'on dit souvent, c'est que vous mourrez avec ce cancer, mais vous ne mourrez pas de ce cancer. Et c'est pour ça qu'on a prôné la surveillance active. Les gens sont porteurs d'un cancer, mais qui est en fait peu agressif et qui n'évoluera peu. Mais comment on évalue l'agressivité d'un cancer? C'est un terme un peu... c'est de l'anatomopathologie, en fait. C'est les médecins biologistes avec leur microscope qui ont des références. Et en fait, on a un score qu'on appelle le score de Gleason. C'était un anomopathologiste il y a plusieurs années qui a caractérisé l'agressivité du cancer. Et quand vous avez un Gleason, on appelle ça un Gleason 6, c'est peu agressif. Un Gleason 7, c'est plus ou moins agressif. Et au-delà de 7, c'est-à-dire de 8 jusqu'à 10, vous avez un cancer très agressif qu'il faut traiter et qu'il ne faut pas vous laisser avec. Voilà. Je n'ai pas besoin de voir un médecin si je développe des symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça peut, je peux vivre avec ça sans consulter. Alors, il y a des gens qui se lèvent 3 fois, 4 fois la nuit, mais ça ne les dérange pas parce qu'ils se rendorment tout de suite après et donc ils ne sont pas fatigués. Ces gens-là, ils ne sont pas obligés de consulter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps,
ça va s'aggraver. On peut avoir aussi des blocages urinaires et là vous serez obligé de consulter. À un moment vous allez faire pipi toutes les heures pendant la journée et là vous serez obligé de consulter. À un moment aussi la vessie elle va plus se vider et ça peut entraîner des blocages urinaires, des insuffisances rénales, des infections et là vous serez forcément obligé de consulter. Mais au début les gens vivent plus ou moins avec leurs symptômes. Mais vous, votre conseil, finalement, c'est de consulter au début ou il vaut mieux consulter au début. Pourquoi ? Parce que souvent, la glande, elle n'est pas très grosse. Souvent, les thérapeutiques que l'on peut proposer, des médicaments qu'on donne à base de palmier de Floride qui sont très efficaces, qui donnent peu d'effets secondaires et en début de maladie, donnent de très bons résultats. Donc, si vous vous levez plus de 2 fois la nuit, vous sentez que votre jet urinaire, il n'est pas très fort, vous vous mettez à uriner beaucoup de fois dans la journée, ça vaut le coup d'aller consulter un spécialiste. Après, libre à vous ou pas de prendre le traitement ou de vous faire surveiller. D'accord. Le but, c'est de faire dégonfler la prostate, c'est ça ou Alors, il y a plusieurs types de médicaments. Il y a des médicaments comme les palmiers de Floride qui, eux, calment un peu l'inflammation. On a d'autres médicaments qu'on appelle les alpha-bloquants qui, eux, relâchent le sphincter et permettent d'évacuer plus facilement les urines. Puis enfin, on a une dernière classe de médicaments qui, eux, permettent, on appelle ça les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, c'est un peu un mot barbare. Ça permet de diminuer le volume de la prostate. Mais ça a d'autres conséquences, donc les hommes sont plutôt réticents à ce type de choses. D'accord, tant qu'on y est pour les conséquences, allez-y. Ça baisse un peu la libido, ça donne des petits problèmes d'érection chez à peu près 30 à 20% des patients, donc ça leur fait arrêter le traitement. Mais il est très efficace. On parle des fausses croyances sur la prostate avec mon invité, le docteur Karim Ferry, qui est chirurgien et urologue. Je rappelle que vous aviez publié un livre qui s'appelle « Je gâte ma prostate » aux éditions Flammarion. Et notamment avec des conseils concernant l'alimentation pour la prostate. Mais c'est très important finalement de prévenir les pathologies. Exactement. Dans cet ouvrage que j'avais écrit, j'ai repris pas mal d'études, c'était les aliments et les habitudes de vie qui permettaient de préserver votre prostate pour le cancer de prostate. Alors attention, c'est pas parce que vous allez manger tous ces aliments-là que vous n'aurez pas de cancer, mais si vous avez un cancer, déjà, ça diminue le risque qu'il soit très agressif, ça diminue le risque qu'il récidive après avoir été traité. Et si vous mangez ces aliments, vous avez moins de risque de faire un cancer qu'une personne lambda. Alors, on parle souvent du cancer de la prostate, mais il y a d'autres pathologies de la prostate. On a parlé tout à l'heure de l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais il n'y a pas que ça non plus. Après, la prostate, elle peut s'infecter, soit par des bactéries ou de l'inflammation. Ça provoque des douleurs, des infections, de la fièvre. Ça peut donner aussi des syndromes douloureux au niveau du périnée, au niveau du pelvis. Les gens ont des douleurs qui persistent pendant des heures, qui revient de façon itérative. C'est ce qu'on appelle les prostatodinies. Mais les deux principales pathologies de la prostate, c'est le cancer et l'hypertrophie qui entraîne les symptômes urinaires. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'adénome de la prostate ? J'ai l'impression que c'est un mot qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Si en fait l'adénome c'est un peu le synonyme de l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'adénome en fait, quand on a une prostate, les deux pathologies principales, c'est le cancer comme je l'ai dit, ça se développe à la périphérie de la prostate. C'est ce que l'on touchait en fait quand on faisait le toucher rectal dont on a parlé au début de l'émission. C'est ce qu'on ressentait un peu quand la prostate était un peu dure. Et en fait l'adénome c'est la partie on va dire intérieure, interne de la prostate qui elle grossit, s'hypertrophie et qui entraîne les symptômes et qui gêne la vessie en fait. C'est un peu la même chose que l'hypertrophie. Mais c'est la même chose en fait. Exactement. C'est la même chose. Alors, on disait qu'à une époque, les traitements de l'adénome provoquaient des troubles sexuels. Oui, c'est le traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. En fait, ils diminuaient le taux de testostérone et ça diminuait d'une part le volume de la prostate, mais ça entraînait aussi une diminution de la libido, l'envie d'avoir des rapports, et ça diminue aussi la qualité des érections. D'accord. Mais il y avait ce qu'on appelait aussi l'éjaculation rétrograde. Alors ça, il faudrait expliquer aux gens ce que c'est. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça existe toujours ? Bien sûr, en fait, c'est les traitements dont je vous ai parlé. Il y a 3 catégories. C'était la deuxième catégorie, ce qu'on appelait les alpha-bloquants qui permettaient de relâcher le sphincter. En fait, quand vous avez un rapport et que vous éjaculez, le sperme, il va de la vésicule séminale et il sort à l'extérieur au niveau de votre urètre. Et la vessie, elle se ferme pour empêcher le sperme de rentrer dans la vessie. Mais quand vous prenez ce type de médicament, il a une action inverse. Il ouvre le sphincter, en fait, il ouvre le col de la vessie, ce qui permet d'uriner avec un bon jet, de ne plus être bloqué comme on l'a avec les symptômes de la prostate. Mais à contrario, quand vous éjaculez, le sphincter il reste toujours ouvert. Et donc, la nature fait que le sperme, au lieu d'aller à l'extérieur, il va dans la vessie.
c'est ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. Donc vous sentez que vous avez votre orgasme, vous éjaculez, mais en fait, il n'y a rien qui sort. On appelle ça une éjaculation sèche. Si vous allez analyser vos urines 1 heure ou 2 heures après avoir eu une éjaculation rétrograde, elle serait remplie de spermatozoïdes, en fait. Mais ça n'a aucune incidence dans la vie de tous les jours. C'est psychologique, docteur. Voilà, c'est psychologique. Ouais. Et si vous voulez avoir des enfants, ça va être plus compliqué. Mais au niveau de l'orgasme et de la puissance sexuelle, il n'y a aucune atteinte, aucune modification. Alors, les opérations et les moyens d'intervenir ont quand même beaucoup changé. Exactement. Alors, vous parlez de robots tout à l'heure. Ouais. Alors, le robot, il est utilisé pour enlever une prostate. C'est ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. C'est le meilleur traitement actuel pour guérir un cancer de prostate agressif. Donc, c'est une chirurgie robotique. Mais on a aussi développé le laser, parce que les gens, ils me disent aussi, docteur, j'ai un cancer de prostate, est-ce que vous pouvez me traiter avec le laser ? Non, en fait, le laser permet de traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate. Le laser permet de découper un petit peu par les voies naturelles la prostate, d'enlever tout l'excédent de prostate. Une prostate qui faisait 100 grammes, on la peut faire diminuer à peu près jusqu'à 20 ou 30 grammes. On a retiré 70 grammes à peu près de tissu prostatique et ça permet aux patients de mieux uriner et de moins être gênés. Donc c'est 2 techniques différentes pour 2 pathologies qui n'ont rien à voir. Mais c'est ce qu'on appelle le laser interstitiel, c'est ça ? Alors, en fait, c'est le laser qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle l'OLEP. C'est un laser qui permet de découper la prostate. On a un autre laser qu'on appelle un laser de vaporisation qui permet de brûler le tissu et le faire disparaître. D'accord. Alors il y a d'autres techniques dont on parle, notamment l'embolisation artérielle. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses sur cette embolisation. Alors l'embolisation, c'est fait par les radiologues. Donc c'est une technique en fait qui permet de boucher, de mettre des petits, on appelle ça des cols, c'est des petits stents qui permettent d'obstruer les artères qui alimentent la prostate. Et donc la prostate n'est plus alimentée en sang. Et donc, elle va régresser de volume et elle va devenir un peu atrophique. Donc, elle va être moins gênante pour les hommes. Donc, c'est une technique qui est en train de se développer, qui donne de bons résultats, mais qui parfois entraîne des échecs. Elle est assez longue comme technique. Il faut 2 radiologues à chaque fois. Ça prend 2 à 3 heures. Donc, il faut bien sélectionner les patients qui ont ce type de pathologie. Et surtout, le problème, en fait, c'est que c'est fait par des radiologues. Mais s'il y a un problème de blocage urinaire ou autre en post-opératoire, c'est compliqué parce qu'il faut aller voir son urologue. Donc, c'est une technique qui se développe, mais qui n'est pas encore ce que l'on appelle, pour nous, en médecine, le gold standard. Ça veut dire que ce n'est pas la technique de référence. Ce qui reste la référence, c'est par exemple la résection au laser de l'adénome de prostate. D'accord. Il y a une autre technique, c'est le rhizome. Le rhizome, oui. Alors c'est technique. Alors je dis ça parce que quand vous allez sur Internet et que vous tapez justement prostate, vous avez toutes les techniques qui apparaissent. Alors ça aussi, c'est une technique endoscopique qui vient d'être remboursée par la Sécurité sociale. Donc maintenant, on peut la proposer aux patients. Alors c'est pas fait pour les très grosses prostates, c'est pour les prostates qui font 30-40 grammes. C'est pour les hommes qui veulent garder leur éjaculation, qui ne veulent pas utiliser les médicaments, et c'est une technique qui est entre la chirurgie et les médicaments, mais qui ne donne pas des résultats extraordinaires, mais qui permettent de passer des caps et de conserver son éjaculation. C'est-à-dire que ça permet de gagner du temps, quoi. Voilà, c'est ça. Ça se fait sous anesthésie générale, vous restez 24 heures hospitalisé, ça donne de bons résultats globalement, mais c'est toujours à sélectionner par rapport au volume de votre prostate, de la gêne que vous ressentez. Qu'est-ce qui fait qu'on va sélectionner une technique d'intervention par rapport à une autre ? Comme je viens de vous le dire, les gens qui veulent conserver leur éjaculation, donc on fait du rhizome. On a maintenant d'autres techniques aussi qu'on appelle l'urolift. C'est qu'on met des petites agrafes au niveau de la prostate. Ça permet d'élargir le canal, d'améliorer la façon d'uriner. Mais à long terme, ce n'est pas les meilleures techniques. Si vous voulez être débarrassé, parce que ce qui se passe, c'est que le tissu prostatique repousse année après année. Et en fait, la meilleure technique qui reste actuelle, à mon sens, ça reste une technique au laser endoscopique. Vous restez 48 heures hospitalisé. Ça fait vraiment diminuer le volume de votre prostate. Et il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que ça redevienne symptomatique. D'accord. Et c'est remboursé par la Sécurité sociale ou pas ? Bien sûr. Ça, c'est des actes qui sont validés, qui sont remboursés par la Sécu. Mais tous les patients ne doivent pas être opérés. Non, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est que voilà. C'est que quand un patient vient pour un problème prostatique, on l'évalue, on voit son volume de la prostate et on donne des médicaments. Moi, je commence toujours par un traitement médicamenteux. Si le traitement médicamenteux est efficace pour le patient, il n'a pas d'effet secondaire et qu'il tolère bien, il
il faut rester avec les médicaments. Moi, j'ai des patients de ma patientèle, je suis depuis 15 ans, qui sont encore sous traitement par alpha-bloquant ou Permixon, et je n'ai pas changé. Ouais. Ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas gênés, ils n'ont pas de complications, on reste avec ça. On opère vraiment quand les patients sont très gênés et quand il y a des complications. Autre idée reçue concernant la prostate, c'est que le cancer de la prostate ne concerne que les hommes âgés. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai que plus de 50%, l'âge moyen, par exemple, de découverte d'un cancer de prostate, c'est 71 ans. Voilà. Mais les hommes jeunes, à partir de 40 ans, peuvent faire des cancers. Et on voit ces dernières années une augmentation de l'incidence des hommes jeunes qui font des cancers. Moi, il y a 10 ans, je n'opérais pas des hommes de 40 ans. J'en opère 1 à 2 par an. Donc, c'est entre 1 et 5%. C'est pas encore très important, mais ça peut arriver. Et souvent, il faut faire des dépistages chez les hommes jeunes quand il y a des antécédents familiaux de cancer de prostate. Par exemple, un oncle, un père, un grand-père qui a eu un cancer de prostate. Il faut faire un dépistage à partir de 45 ans. Les hommes africains, afro-américains, noirs, il faut faire un dépistage précoce aussi parce qu'ils font des cancers précoces et plus agressifs que le reste de la population. D'accord. C'est quoi la différence entre un cancer familial et un cancer héréditaire ? C'est la même chose ? C'est pas la même chose ? C'est les degrés en fait comment dire ? C'est les degrés d'atteinte. Il faut qu'il y ait un degré héréditaire. C'est quand c'est 2 oncles, 3 oncles, un père familial. C'est qu'il y en a 1 ou 2 dans la famille qui est atteint, quoi. C'est plutôt un degré de pénétrance, mais souvent c'est un peu l'équivalent. Quand vous avez un oncle ou un père qui a un cancer de prostate, il faut vous faire dépister précocement. 45 ans, c'est le bon âge. D'accord. Ce qui veut dire que le cancer de la prostate, c'est quand même un cancer avec une forte prévalence héréditaire. Alors, non, c'est pas les plus fréquents. C'est c'est des cancers sporadiques, mais il peut y avoir des formes familiales. C'est 5 à 10% des cancers. Mais c'est pas la majorité. La majorité des gens ont peu de familles qui ont eu des cancers de prostate. Nous parlons des fausses croyances sur le cancer de la prostate ce matin avec mon invité, le docteur Karim Ferri, chirurgien et urologue. Le cancer de la prostate, un cancer courant, mais encore assez mal connu finalement du grand public. Bien sûr, parce que ça atteint la sphère urogénitale, c'est un petit peu tabou. Alors, avec Movember, on en parle beaucoup chaque année. Alors, au mois de novembre, on essaie de préconiser le dépistage. Après, c'est un cancer qui est un peu particulier parce qu'il est très fréquent, comme vous l'avez souligné initialement, mais on en meurt beaucoup moins que les autres cancers. L'évolution d'un cancer de prostate, c'est 15 ans à 20 ans. Donc on a le temps de vivre avec sa maladie et l'âge moyen de décès d'un cancer de prostate, c'est 82 ans. Donc même si on vous a fait un diagnostic à 65 ans, vous avez beaucoup de temps devant vous. C'est pas comme un cancer du pancréas ou un cancer du côlon où la survie à 5 ans, elle est très faible. La survie à 5 ans d'un cancer de prostate, c'est 90%. Donc ce qui est assez important. C'est-à-dire qu'il y a seulement 10% des gens qui décèdent après le diagnostic d'un cancer de prostate à 5 ans. Donc finalement, c'est parce que ça ne fait pas assez peur aux gens. C'est pour ça que après, il y a eu pas mal de polémiques sur le dépistage de masse qui avait été préconisé par les urologues. Avec la chirurgie qu'on a fait beaucoup il y a 15 ans, on a enlevé beaucoup de prostate, ce qui était à mon avis peut-être un tort. Et maintenant, on est revenu sur ça et on surveille plus. Donc voilà, on a changé un peu le paradigme. Alors, pour continuer sur les idées reçues sur la prostate, les rapports sexuels favorisent le cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Alors, pas du tout. Moi, ce que j'ai lu récemment, ce que j'ai publié dans mon livre, et ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. Le fait de ne pas éjaculer fréquemment, alors il y a une étude qui est sortie, tout le monde la ressort, donc je vais vous la sortir, c'est à peu près plus de 8 éjaculations par mois, permet de diminuer le risque de cancer de prostate. Pourquoi ? Parce que plus vous éjaculez, plus vous éliminez le liquide séminal qui, lui, quand il reste stagné au niveau de la prostate, crée de l'inflammation. Et c'est ce qui fait le lit du cancer de la prostate. Il y a des études qui montrent que peut-être que le cancer de prostate serait lié au microbiote avec des bactéries, des infections torpides chroniques au niveau de la prostate. Et le fait d'éjaculer permettrait, entre guillemets, de laver un peu la prostate. Donc non, je pense qu'il faut avoir... Au contraire, c'est ce que vous êtes... avoir des rapports, ça peut protéger contre le cancer de prostate. Alors, il y a une idée reçue, c'est sur le vélo. Oui. Alors, sur les cyclistes, finalement, qui seraient plus sujets au cancer de la prostate. Alors, moi, je ne pense pas que le vélo donne plus... le fait de pratiquer le vélo donne plus de cancer de prostate. En fait, la selle, elle appuie sur le périnée, c'est l'endroit où il y a la prostate. Par contre, moi, ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est que ça crée plus d'inflammation
Et donc, ça donne toujours un taux de PSA un peu plus élevé que la norme. Les cyclistes, souvent, ils sont un peu gênés pour uriner. Et souvent, ils ont un taux de PSA supérieur à 4. Et donc, on fait un peu plus d'investigation dans cette population. Mais il n'y a pas d'étude qui a montré que ça entraînait plus de cancer. Mais ça crée plus d'inflammation, plus de gêne au niveau urinaire. Ça, je pense. Oui. D'accord, mais il n'y a pas de lien entre le fait d'être sur une selle toute la journée Je ne pense pas. Surtout que maintenant, on a des nouvelles selles qui sont percées, qui sont en silicone. Il y a des habits, en fait, des équipements qui sont adaptés un petit peu à cette pratique intensive. Alors, une question qui revient souvent, les traitements du cancer de la prostate rendent forcément incontinent. Et pourquoi cette incontinence ? Alors, principalement, l'incontinence, elle est liée à 2 techniques. C'est la chirurgie, quand on fait l'ablation de la prostate, et la radiothérapie, quand on brûle, entre guillemets, la prostate. Quand on enlève la prostate, en fait, la prostate, elle est reliée à l'urètre, c'est le canal qui permet d'uriner, et il y a ce qu'on appelle un petit muscle qu'on appelle le sphincter urétral. C'est le muscle qui permet de se retenir quand on fait pipi. Et quand on fait de la chirurgie, alors ça c'était il y a 15 ans ou 20 ans, la chirurgie ouverte, on coupait directement, souvent on lésait, on blessait ce sphincter. Et donc les gens, après, quand on refaisait l'anastomose, quand on faisait la couture entre la vessie et le canal de l'urètre, le sphincter, il était plus fonctionnel, ça marchait pas bien, et les gens perdaient leurs urines quand ils marchaient, quand ils sautaient ou autre. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a évolué dans les techniques et on fait de la chirurgie robotique. La chirurgie robotique permet de voir avec une sorte de caméra qui augmente les images 3 à 4 fois, et on a des mouvements à 360 degrés avec les pinces qui permettent de disséquer de façon beaucoup plus précise le sphincter, et les études montrent que les gens qui ont été opérés d'un cancer de prostate, quel que soit le niveau du chirurgien, le taux de continence, il est quasiment de 96 à 98%. Ça veut dire que presque 97 patients sur 100 restent continents. Et ceux qui sont un peu incontinents, on leur fait de la kiné périnéale et ça rentre dans l'ordre. Bien sûr, il y a des cas où ça ne marche pas et on est obligé de réopérer, de mettre un sphincter artificiel. Mais le taux de continence est nettement amélioré. On ne met pas des bandelettes ? Alors, les bandelettes, ça peut marcher. On met souvent un sphincter artificiel. Mais les bandelettes, on peut en mettre chez l'homme. Moi, j'en pratique depuis quelques années. Ça donne d'assez bons résultats, mais il faut que la continence soit pas très importante aussi. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est plus vrai. Ça a beaucoup diminué. Oui. Voilà, on va être mesuré. Et la radiothérapie, c'est le même principe. Chez certains patients qui avaient des sphincters un petit peu limites, la radiothérapie peut abîmer le sphincter. Après, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que souvent, quand on opère des gens qui ont plus de 75 ans, le taux de continence, souvent, il est beaucoup plus important. Et moi, j'évite de les opérer parce que le sphincter, il fonctionne moins bien à cet âge-là. Et c'est là le taux de continence qui est le plus élevé, en fait. Mais à contrario, les gens qui ont moins de 65 ans, les résultats, ils sont assez bons et très bons, comme les chiffres que je viens de vous citer. Si le cancer est avéré et dangereux, on enlève toute la prostate, forcément ou pas ? Ouais. Dès qu'on a posé l'indication d'une intervention, c'est ce qu'on appelle la prostatectomie, on appelle ça une prostatectomie radicale. On est obligé d'enlever toute la prostate et les vésicules séminales. Par contre, maintenant, il y a un nouveau traitement qui existait il y a 10 ans, mais qu'on a un peu plus développé et perfectionné actuellement, qu'on appelle l'IFU, ce sont les ultrasons focalisés. Et là, on essaye de faire des traitements, entre guillemets, à la carte, localisés au niveau de la tumeur. Donc on brûle la tumeur spécifiquement et on laisse le reste de la prostate. Mais les résultats montrent qu'il faut refaire 1 ou 2 retraitements. Les résultats ne sont pas aussi bons que la chirurgie. Mais ça donne moins d'effets secondaires au niveau des érections. Alors vous avez parlé un petit peu de radiothérapie tout à l'heure, mais vous avez très peu parlé des traitements traditionnels des cancers sur la prostate. Pourquoi ? Les cancers, alors en fait, c'est qu'auparavant, il y a 20 ans... Comme la chimio, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, parce qu'on a parlé des traitements qui guérissent. On appelle ça les traitements curateurs. Dans les traitements curateurs, on a la chirurgie, on a l'IFU, la radiothérapie, la curithérapie. Après, les traitements traditionnels dont vous parlez, Philippe, c'était ce qu'on appelait les hormonothérapies. Oui. Les piqûres qu'on faisait tous les 6 mois qui bloquaient la production de testostérone. Ça faisait ce qu'on appelait une sorte de castration chimique pour les patients, où il y avait la chimiothérapie. Mais ces traitements-là, c'est réservé au cancer de prostate agressif métastatique, que l'on ne pourra pas guérir. Donc, on rentre, je ne vais pas dire qu'on rentre dans le palliatif, mais c'est des traitements qui bloquaient la maladie pour 5 ans, 8 ans, 10 ans, mais on ne guérissait pas de son cancer. Il peut y avoir une récidive à terme, qui apparaissait souvent au bout de plusieurs années. D'accord, même si l'hormonothérapie et
la chimiothérapie existent. Elles ont même évolué. Maintenant, des chimiothérapies de deuxième ligne qui sont beaucoup plus performantes, qui donnent moins d'effets secondaires. On a des hormonothérapies de deuxième génération, c'est-à-dire c'est des traitements, avant on faisait une piqûre, maintenant c'est des comprimés que l'on prend tous les jours, qui sont très bien tolérés, qui donnent peu d'effets secondaires, et quand on les cumule ensemble, ça permet d'améliorer la survie à long terme de pas mal d'années pour les patients. Mais je rappelle, ça ne guérit pas. Quelles sont les plantes amies de notre prostate ? Alors il y en a beaucoup sur Internet. Ouais, voilà. Alors moi, je vais vous citer celles sur lesquelles j'ai fait entre guillemets des recherches et que j'ai citées dans mon livre. Il y a le palmier de Floride que l'on donne abondamment. On a les plantes, on peut commenter ça comme des plantes, le curcuma ou le gingembre qui permettent de protéger, qui ont une grosse action anti-inflammatoire. Après, il y a des fruits qu'on peut prendre comme la grenade qui est assez importante, qui protège aussi, qui est un puissant antioxydant contre le cancer de prostate. Alors il y a d'autres choses qu'on trouve comme l'écorce de prunier. Ouais, en fait, je ne parle pas de l'écorce de prunier. Je vous pose juste la question parce que ça apparaît souvent. Voilà, mais en fait, il y avait un médicament qui était fait à base de l'écorce de prunier, et puis les associations, on peut dire, ont mis en avant qu'en fait, que pour prélever l'écorce de prunier, l'élément, on était obligé d'écorcher entre guillemets les arbres, ça les détruisait, et donc on a arrêté la production de ce médicament-là en fait. C'est pour ça que je ne parle pas de l'écorce de prunier. D'accord. Parce que les associations qui sont... Ce n'est pas une culture verte, entre guillemets, qui protège... Écolo-responsable. En fait, ouais. Donc le laboratoire a arrêté de le produire. Et toutes les pilules à base d'écorce de prunier, je pense qu'elles vont arrêter d'être produites prochainement. D'accord. Il y avait l'huile de pépin de courge aussi. Ça marche pas trop mal. Alors les études divergent là-dessus. Moi, j'ai des patients qui viennent... Alors, il n'y a pas de médicaments à proprement parler à base de pépins de courge. Il y a des compléments alimentaires à base de pépins de courge que vous pouvez prendre, qu'il faut essayer. Alors, c'est un petit peu onéreux, mais s'il y a une efficacité, moi, je conseille à mes patients de le continuer en plus des traitements que je préconise. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, et en plus, il y a peu d'effets secondaires, voilà. Bien. Et sinon, il y a les baies de palmier nain. Ça, c'est exactement, c'est pas le palmier de fourmi, c'est la même chose. C'est ça, c'est la même chose. C'est le traitement qu'on appelle, entre guillemets, le permixon. Voilà. D'accord. On parlait hors antenne de la mélatonine et surtout finalement du sommeil. Quel rôle de notre sommeil sur la prostate ? En fait, ça a un rôle global sur tous les cancers. En fait, il y a une hormone qu'on appelle la mélatonine. Vous verrez sur Internet. C'est une hormone qui est sécrétée quand on se couche. En fait, quand le soleil se couche, quand la nuit tombe, on sécrète une hormone qu'on appelle la mélatonine, qui est un puissant antioxydant et qui protège contre les cancers. Mais si vous faites des nuits blanches ou vous vous couchez après 1 heure ou 2 heures du matin, il n'y a plus de sécrétion de cette mélatonine. Si vous veillez avec des écrans qui produisent de la lumière bleue, ça inhibe la production de cette lumière bleue. Et il y a une étude qui a montré qu'en fait, des taux de mélatonine élevés protégeaient contre le cancer de prostate, protéger contre l'agressivité du cancer de prostate et protéger contre une éventuelle récidive du cancer de prostate. Donc, couchez-vous quand le soleil se couche et levez-vous quand il se lève. Ça a été vérifié, hein ? Oui. Donc finalement, de toute façon, le sommeil, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout. Bien. Pour plein d'autres choses aussi. Pour terminer cette émission, consultez quand même. Alors c'est vrai que voilà, on parle d'un cancer de l'intimité, encore, c'est pas toujours facile d'aller consulter, mais consultez quand même. Si vous avez un doute, consultez. Bien sûr, vous avez le moment. Moi, j'ai pas mal de patients qui viennent me voir. Docteur, j'ai demandé à mon médecin généraliste, de faire un taux de PSA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, un taux de PSA, c'est pas très cher. C'est une prise de sang. Vous la faites à partir de 55 ans. Et puis, vous allez consulter un urologue. Ça vous prend une consultation. Il va vous examiner. Il va vous poser les questions au niveau urinaire, même au niveau sexuel, parce que ça vaut le coup de voir un urologue pour parler d'autres problèmes. Et ensuite, il analyse s'il faut faire une IRM, un autre dosage dans 6 mois ou autre. Et ça permet de prévenir s'il y a un éventuel cancer ou pas. Oui, c'est les gynécos Nous sommes un peu le gynécologue des hommes, de l'homme. Exactement. Ouais. De l'homme âgé ou moins âgé, au plus jeune. L'urologue s'occupe de la prostate, mais aussi de la sexualité, des infections liées à la prostate ou urinaire, au calcul. Donc on traite un large éventail de la santé de l'homme, de la santé masculine. Docteur Karim Ferry qui est avec nous. Alors je rappelle que vous avez publié Je gâte ma prostate aux éditions Flammarion. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Merci pour l'invitation, Philippe. Avec plaisir, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.